quels antibiotiques on vous parle, comment ils fonctionnent, etc. Donc, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis Asma Tazi, donc je travaille dans le service de bactériologie à Cochin. Et donc ça, c'est le premier cours que je vous donne. Vous me reverrez pour un enseignement dirigé sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques que vous aurez le temps de préparer puisque c'est dans à peu près 10 jours. Et ensuite, à l'occasion, à d'autres cours plus orientés infectieux. Donc, on va commencer par quelques notions introductives. L'antibiose, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à inhiber la croissance d'un autre organisme, a été découverte vers la fin du XIXe siècle. On en voit ici un exemple où on voit en fait des colonies de staphylocoques qui sont entourées d'autres colonies de Bruxelles, qui sont plus petites, comme vous le voyez. Et entre les colonies de staphylocoques et les colonies de Bruxelles, on a une zone d'inhibition de croissance de la Bruxelle. Donc en fait, ce sont les staphylocoques qui ont inhibé la croissance des Bruxelles. Ensuite, vous le savez certainement, c'est à Alexander Fleming qu'on doit la découverte du premier antibiotique, qui était la pénicilline G. Pour cette découverte, il a reçu le prix Nobel en 1948. Et sa découverte, en fait, date de 1928. Pour l'anecdote, en fait, Alexander Fleming étudiait les staphylocoques. Et il cultivait les staphylocoques sur des boîtes de pétri qu'on voit ici, avec les colonies qu'on voit ici. Et il avait mis en culture des colonies de staphylocoques. Il est parti en week-end et en revenant de week-end, il avait laissé sa boîte sur la paillasse et il a observé qu'il avait effectivement des colonies de staphylocoques, les petites ici, et également une grosse colonie d'un champignon, Penicillium. Autour de ce champignon, il n'y avait pas de croissance des staphylocoques et les rares colonies qui avaient quand même réussi à pousser étaient d'aspect translucide vitreux. C'est ce qu'il a appelé la transformation vitreuse des colonies de staphylocoques. À partir de là, il a compris que le pénicillium sécrétait une substance qui inhibait la croissance des staphylocoques. Il a réussi à le purifier, à l'identifier. Il lui a donné le nom de pénicilline G, en référence au pénicillium. Et ce n'est qu'à peu près 20 ans plus tard, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on s'est aperçu que cette pénicilline pouvait avoir un usage thérapeutique et qu'on pouvait l'administrer aux patients pour les guérir de maladies infectieuses. Suite à quoi ? On a vu de très nombreuses campagnes pour promouvoir la production de pénicilline, à la fois aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, en Europe par exemple, où il était écrit grâce à la pénicilline, il reviendra, sous-entendu, le soldat reviendra à la maison, il ne mourra pas de gangrène essentiellement, parce que c'était essentiellement de ça que mouraient les soldats, quand c'était des maladies infectieuses, bien sûr. Comme vous le savez, la conception et la vision qu'on a aujourd'hui des antibiotiques a largement changé. Il ne s'agit plus du tout de faire des campagnes pour la promotion de la production d'antibiotiques pour leur prescription. Au contraire, on voit plutôt des campagnes publicitaires de ce type-là, où on voit un jeune enfant d'à peu près 6 à 8 ans, où il est écrit « Est-ce qu'il atteindra l'âge de 20 ans ?» Peut-être pas. Si les antibiotiques deviennent inefficaces, il faut utiliser les antibiotiques avec précaution et avoir un usage raisonné. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'antibiotiques qui sont découverts et qu'il y a de plus en plus de résistance, comme vous le savez, et que donc il est extrêmement important de les épargner et d'épargner les molécules existantes et de minimiser au maximum l'apparition de résistance et la dissémination de résistance bactérienne. Donc toutes ces notions, on va essayer de les voir un petit peu aujourd'hui. Avec les objectifs et référentiels suivants en ce qui concerne le CN numéro 173, prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte et l'enfant. Donc en ce qui concerne les antibiotiques et aussi les antiviraux et les antifongiques, en ce qui concerne les antibiotiques, sont abordés quand même des points assez nombreux. Le mode d'action, le spectre antibactérien, la résistance bactérienne aux antibiotiques de très nombreuses classes, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et les principales classes d'antibiotiques qu'on va voir aujourd'hui. Et les référentiels sont ceux que vous connaissez déjà, le PILI, le CN-PILI. Donc on va voir dans l'ordre une introduction qui va en fait se résumer à poser quelques définitions. Quelles sont les méthodes de classification des différents antibiotiques? Quels sont les mécanismes de résistance? Ce sont des généralités, vraiment des grands principes généraux. Et ensuite, on a un gros chapitre très très dense où on va aborder sous forme de catalogue, j'en suis désolée, les principales familles d'antibiotiques. Donc ça va être très dur pour vous aujourd'hui. Vous aurez le temps de le travailler. Et puis on finira par les conclusions. Alors, définition. Un antibiotique, c'est une substance chimique capable d'inhiber la croissance ou de détruire un micro-organisme. Donc, on distingue les antibiotiques des antiseptiques par les caractères suivants. Les antibiotiques sont des substances naturelles ou synthétiques, relativement complexes, ou pas. Les antiseptiques sont des produits chimiques. Les antibiotiques, et ça c'est extrêmement important, vont avoir une cible bactérienne spécifique,
alors que les antiseptiques vont avoir une action physico-chimique non spécifique. Ce sont pour la plupart des détergents qui vont agir sur les membranes. De ce fait-là, les antibiotiques ont une toxicité sélective pour les cellules prokaryotes, même s'ils peuvent avoir des effets indésirables, mais ils sont théoriquement sélectifs pour les prokaryotes, alors que les antiseptiques ont une toxicité pour les cellules eucaryotes, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être utilisés en usage systémique. L'origine des antibiotiques, on l'a déjà vu, donc le premier antibiotique découvert et identifié était d'origine naturelle, il était synthétisé par un champignon. Et la plupart des antibiotiques dont on dispose aujourd'hui sont soit des antibiotiques naturels, sécrétés par des champignons ou des bactéries, soit des substances dérivées d'antibiotiques naturels par hémisynthèse. Ce qui signifie qu'en fait, il y a dans l'environnement des champignons et des bactéries qui produisent à l'état normal des antibiotiques. Ça leur assure en fait un avantage compétitif. Ça leur permet de coloniser leur espace et d'éliminer les bactéries ou les champignons qui les empêchent de croître. Ça signifie aussi qu'il existe des gènes de résistance à ces antibiotiques à l'état basal dans l'environnement. Et c'est de là le réservoir des gènes de résistance est dans notre environnement. Alors il y a quelques exceptions à ces antibiotiques d'origine naturelle. Ce sont les sulfamides, les quinolones et les nitroimidazolés. Bon, c'est un point de détail que vous n'avez pas besoin de retenir. L'hémisynthèse d'antibiotiques à partir d'antibiotiques d'origine naturelle, ça sert à quoi ? Si on prend l'exemple de la céphalosporine C qui est représentée ici, avec un cycle de céphalosporine classique, on va pouvoir soit substituer certains radicaux pour augmenter l'affinité pour les cibles bactériennes, et donc éventuellement élargir les espèces sur lesquelles l'antibiotique sera actif. On va pouvoir substituer d'autres chaînes pour modifier les propriétés pharmacocinétiques, allonger la demi-vie, faciliter l'élimination urinaire, ce genre de choses, ou améliorer la biodisponibilité. Et on peut également ajouter des radicaux pour protéger, en l'occurrence le noyau bêta-lactame, de l'hydrolyse par ce qu'on appelle des bêta-lactamases, c'est-à-dire des enzymes qui sont sécrétées par certaines bactéries pour hydrolyser la bêta-lactamine et pour pouvoir y résister, pour l'empêcher de faire son action. Quels sont les différents moyens de classer les antibiotiques ? Donc, soit par leur mécanisme d'action, comme je vous disais, ils ont des cibles bactériennes spécifiques, et en fonction de ces cibles, on pourra les classer. Par ce qu'on appelle la modalité d'action, ou la pharmacodynamie de la molécule, c'est-à-dire est-ce qu'elle est bactériostatique ou est-ce qu'elle est bactéricide, on reviendra sur ces définitions. Par le spectre d'activité, c'est-à-dire les espèces sur lesquelles l'antibiotique est actif, on va avoir des antibiotiques à spectre étroit qui vont agir sur quelques espèces bactériennes et des antibiotiques à spectre au contraire large qui vont agir sur de très nombreuses espèces bactériennes. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que si un antibiotique est à spectre large, il va avoir ce qu'on appelle un impact écologique fort, c'est-à-dire qu'il va modifier de manière importante toutes les espèces bactériennes qu'il va rencontrer, et en particulier si on l'administre à un être humain. Nous sommes également constitués de beaucoup de bactéries, comme vous l'avez compris maintenant, et si on a un antibiotique à large spectre, il va modifier nos propres flores et va pouvoir faciliter l'émergence de résistance dans notre propre organisme. Et enfin, la dernière classification qui est la plus utilisée, c'est par structure chimique, c'est-à-dire par famille, où on va avoir un chef de file, une molécule chef de file et des dérivés. Donc les principales familles qu'on va aborder et que vous devez connaître, ce sont les bêta-lactamines, les aminosides, les macrolides, les quinolones. Pourquoi on les classe par famille préférentiellement ? Parce que les mécanismes d'action vont être voisins, ils vont avoir la même cible. Les propriétés pharmacologiques vont être proches, en termes pharmacocinétiques et en termes de pharmacodynamie. Ils vont avoir une toxicité analogue. Donc cette classification est néanmoins limitée, surtout pour les familles très vastes comme les bêta-lactamines, qui peuvent avoir, donc au sein des bêta-lactamines, on a plus de 40 molécules différentes, et elles vont avoir des spectres différents et des propriétés pharmacocinétiques différentes. Donc en ce qui concerne ces familles-là, il s'agit de connaître un peu plus précisément les molécules que l'on veut utiliser en thérapeutique. Donc la première classification, c'est par mécanisme d'action. C'est assez simple finalement parce que des cibles bactériennes, il n'y en a que 4. La première, c'est l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, parce que la paroi bactérienne est quelque chose de très particulier, sur lequel on va revenir, et donc c'est sélectif des bactéries. La deuxième cible, c'est d'inhiber la synthèse protéique. Donc ce sont des antibiotiques qui vont agir sur les ribosomes bactériens, qui sont légèrement différents des ribosomes eucaryotes. Donc là encore, c'est normalement sélectif.
La troisième cible, c'est d'inhiber le fonctionnement ou la synthèse des acides nucléiques, aussi bien l'ADN que l'ARN. Et pour terminer, une quatrième cible qui n'est pas abordée, qui n'est pas dans votre programme, c'est les antibiotiques qui vont interagir spécifiquement avec les membranes bactériennes. Donc ça, c'est juste pour mémoire, on ne l'abordera pas aujourd'hui. Donc toutes ces molécules, enfin toutes ces cibles, en fait, vont interférer avec ce qu'on appelle le cycle réplicatif de la bactérie. Les antibiotiques, principalement, vont inhiber la multiplication de la bactérie. Donc la plupart des antibiotiques sont actifs sur les bactéries en phase de multiplication. Ça aussi, c'est une notion que vous aborderez plus tard, peut-être, ou que vous avez déjà vue, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand les bactéries sont ce qu'on appelle dans des biofilms, quiescentes, qu'elles ne sont pas en multiplication, comme on les retrouve par exemple sur du matériel étranger, sur des prothèses, les antibiotiques vont être relativement peu actifs. Et il va falloir essayer de choisir les antibiotiques qui sont le plus actifs sur les bactéries qui ne sont pas en phase de multiplication. Deuxième classification, la modalité d'action ou la pharmacodynamie. Donc, comme je vous le disais, on va distinguer la bactériostase de la bactéricidie. La bactériostase, c'est l'idée que le nombre de bactéries formées en présence d'antibiotiques va être inférieur à celui de la croissance sans antibiotiques. C'est vraiment l'inhibition de la croissance bactérienne, de la multiplication. Comment ça se mesure ? Par ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice. Vous avez un enseignement dirigé complet sur cette notion, mais c'est simplement pour que vous compreniez, parce que j'en ai besoin pour aborder d'autres choses. La concentration minimale inhibitrice, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques capable d'inhiber toute croissance visible de la bactérie. Comment on le voit ? On a ici un tube témoin où on a mis des bactéries en présence d'un milieu de croissance et d'autres tubes dans lesquels on a mis ce même milieu de croissance, le même nombre de bactéries et des concentrations croissantes d'antibiotiques de 0,5 à 16 mg par litre. On met les bactéries à incuber à 37 degrés. Le lendemain, on regarde. Quand les bactéries ont poussé, le milieu est trouble. Quand elles n'ont pas poussé, le milieu reste limpide. La CMI est donc à 2. La bactéricidie, c'est le fait que le nombre de bactéries obtenues en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques va être inférieur à celui de l'inoculum. C'est-à-dire que l'antibiotique va être capable de tuer les bactéries. Ça se mesure par la concentration minimale bactéricide, la plus faible concentration capable de tuer 99,99% des bactéries. Comment on le voit ? Si on reprend le même exemple que tout à l'heure, à partir de 2 mg par litre, on n'a plus de croissance bactérienne. Donc on va étaler ces milieux-là sur des milieux de croissance bactérienne pour observer le nombre de bactéries qui sont encore vivantes. Parce que si les bactéries sont encore vivantes, elles forment des colonies. Dans le tube à 2 mg par litre, on a encore des bactéries qui poussent, il reste des survivants. Dans le tube à 4 mg par litre, il n'y a plus aucune bactérie, les bactéries sont toutes mortes. Donc, une fois qu'on a mesuré la concentration minimale bactéricide, ça ne nous dit pas si l'antibiotique en lui-même, il est bactériostatique ou bactéricide. La définition est plus complexe que ça. On dit d'un antibiotique qu'il est bactéricide lorsque les concentrations minimales bactéricides et les concentrations minimales inhibitrices sont proches. Parce qu'en fait, si on augmente très très fortement les doses, on finira toujours par tuer des bactéries. Ce qui compte, c'est que dès qu'on inhibe la croissance, on est aussi capable de tuer. Quels exemples ? Les bêta-lactamines, les aminosides, les fluoroquinolones. Ce sont vraiment les antibiotiques bactéricides qu'on utilise très 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 largement dans la vie quotidienne. En quoi c'est intéressant de savoir qu'un antibiotique est bactéricide ? Parce que ça va être intéressant, ce sont les antibiotiques qu'on va privilégier dans les infections sévères, parce qu'on veut que les bactéries soient rapidement éliminées, et chez les patients immunodéprimés qui ne sont pas capables, enfin, en particulier lorsqu'ils sont neutropéniques, parce que leurs polynucléaires neutrophiles ne sont pas capables de faire l'action qu'ils sont supposés faire, à savoir tuer des bactéries. D'accord ? Donc retenez bien, les antibiotiques bactéricides, ce sont les bêta-lactamines, les aminosides, les fluoroquinolones, et il faut les privilégier dans les infections sévères et chez les patients immunodéprimés. C'est ça l'intérêt. On va un peu plus loin dans l'histoire de bactéricidie. On va distinguer deux types de bactéricidie. La bactéricidie temps dépendante et la bactéricidie concentration dépendante. La bactéricidie est temps dépendante quand la mortalité bactérienne est atteinte dès qu'on atteint une concentration seuil, donc la CMI, disons, ou la CMB, et elle va être maximale plus le temps de contact de la bactérie avec l'antibiotique est important. D'accord ? Donc elle est temps dépendante. C'est le cas pour les bêta-lactamines et les glycopeptides.
La bactéricidie est concentration dépendante, quand à l'inverse, la mortalité bactérienne va être proportionnelle à la concentration d'antibiotiques qu'on va mettre. Plus on monte la dose, plus c'est bactéricide, peu importe le temps de contact. Et c'est le cas pour les aminosides. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va influencer les modalités d'administration et les paramètres suivis pour la prescription de ces antibiotiques. Quand un antibiotique est temps dépendant, comme les bêta-lactamines, on va privilégier une administration fractionnée, 4 prises par jour par exemple, ou une perfusion continue pour que le temps de contact soit le plus long possible entre l'antibiotique et la bactérie. Et ce qu'on va mesurer comme paramètre pour juger de l'efficacité, c'est la concentration résiduelle de l'antibiotique à la fin des prises, s'il ne s'agit pas de perfusion continue. D'accord ? L'idée, c'est que la concentration résiduelle soit toujours supérieure à la CMI, qu'on soit sûr que l'antibiotique est toujours actif. A l'inverse, pour les aminosides où la bactéricidie est concentration dépendante, la modalité d'administration va être en une prise et la dose la plus élevée possible, 1 ou 2 prises en fonction de la demi-vie de l'antibiotique, et la dose la plus élevée possible tout en restant le moins toxique possible évidemment. Ce qu'on va donc mesurer pour juger de l'efficacité, c'est la concentration au pic d'administration de l'antibiotique. Troisième classification, le spectre d'activité. Donc, comme je le disais, le spectre d'activité, c'est la liste des espèces sur lesquelles l'antibiotique est actif. De connaître un spectre d'activité d'une molécule, ça permet de faire des choix en probabiliste. Si j'ai une angine à strepto A, je sais que tous les strepto A sont sensibles à l'amoxicilline, je vais donner de l'amoxicilline en probabiliste. C'est le spectre. C'est ce que vous allez trouver, ce qu'on appelle les classes thérapeutiques, et ce que vous trouvez dans le Vidal quand vous ouvrez une molécule donnée. Il va vous mettre spectre d'activité, espèces sensibles, les espèces sur lesquelles l'antibiotique est habituellement actif, espèces modérément sensibles, l'antibiotique est moyennement actif, et les espèces résistantes. Attention, quand on dit espèces sensibles, ce sont les espèces naturellement sensibles. S'il y a des souches qui ont acquis de la résistance et que ce taux de résistance est important, ce sera également indiqué. Par exemple, espèce sensible, je sais pas moi, Escherichia coli, espèce sensible à l'amoxicilline, plus de 50% de résistance acquise. Ça signifie pas de traitement probabiliste par l'amoxicilline sur un Escherichia coli. Quand est-ce qu'on peut utiliser une molécule en traitement probabiliste? Quand le taux de résistance acquise est inférieur à 10%. Alors, comment on établit le spectre d'activité? Donc, pour un antibiotique donné, il va être établi pour différentes espèces bactériennes. Et comment on fait? On va mesurer les CMI de cet antibiotique vis-à-vis d'un ensemble de souches, donc de bactéries différentes d'une espèce donnée. On va prendre plusieurs souches d'Escherichia coli, on va mesurer les CMI d'Escherichia coli vis-à-vis de l'amoxicilline. Ça va nous donner des CMI. Ces CMI, il faut les comparer aux données pharmacocinétiques, donc c'est-à-dire aux concentrations que va atteindre l'antibiotique dans le sang, le LCR et les différents tissus. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr que les concentrations que l'antibiotique va atteindre vont être supérieures à la CMI pour que l'antibiotique soit actif. Et en fonction de ça, on va catégoriser les espèces dans les différentes classes thérapeutiques. Donc concrètement, si je prends l'exemple de l'érythromycine, on va dire que les concentrations moyennes atteintes dans l'organisme à posologie normale, c'est 1 mg par litre, et élevé, c'est 8. Et on a mesuré les CMI de différentes espèces qui sont représentées dans les différentes couleurs que vous voyez là. Donc Streptococcus pyogenes, qui est le streptocoque du groupe A des CMI qui sont toujours très inférieurs à la concentration dans l'organisme. Donc l'antibiotique sera toujours actif, l'espèce est sensible. Streptococcus pneumoniae, qui est en bleu foncé, va avoir 2 populations. Une population similaire à celle du streptocoque du groupe A et une autre population où les CMI sont supérieures à celles qui sont atteintes par la posologie élevée. Donc l'antibiotique n'atteint jamais des concentrations suffisantes. Donc cette population est résistante. Haemophilus influenzae, qui est un bacille à gram négatif de la flore oropharyngée, va avoir des CMI qui sont comprises entre les 2 concentrations atteintes, posologie normale et élevée. Donc l'espèce va être dite modérément sensible. Et Escherichia coli est toujours très au-delà des concentrations atteintes par l'antibiotique, donc l'espèce est résistante. Ça nous permet de voir qu'il y a en fait 2 types de résistance. On a pneumoniae qui est en bleu foncé là, qui est donc le pneumocoque, avec en fait une résistance acquise, puisque la population de base est naturellement sensible, mais on a un taux qui est devenu résistant, un taux non négligeable.
Et Escherichia coli est résistant. Toute la population est très largement résistante. C'est une résistance naturelle. Ce qui nous amène au troisième chapitre. Quels sont les mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques? Et comment une bactérie est-elle résistante à un antibiotique? Donc, pour qu'un antibiotique soit actif, il faut que, premièrement, il atteigne sa cible, parce que vous avez vu qu'il y a différentes cibles. Deuxièmement, qu'il atteigne sa cible en concentration active suffisante, au-delà de la CMI, et avec une bonne affinité pour cette cible. Donc, tous les mécanismes de résistance vont découler de ces trois principes. Les mécanismes moléculaires, ce qu'on appelle les mécanismes moléculaires de résistance, ce sont les trois suivants. Soit il y a un défaut d'accumulation de l'antibiotique dans la bactérie, ou à l'extérieur. Donc, l'antibiotique ne peut pas pénétrer, ou alors il pénètre et est ensuite excrété par la bactérie dans le milieu extérieur. Soit l'antibiotique est inactivé, c'est ce qu'on appelle la résistance enzymatique. Je vous l'ai déjà très rapidement abordé, c'est par exemple les bêta-lactamases qui vont hydrolyser les bêta-lactamines. Soit la cible sera absente, ou non affine, ou modifiée. Il peut y avoir soit une modification d'une cible déjà existante dans la bactérie, soit une nouvelle voie de synthèse, une substitution d'une cible qui ne sera pas affine. Des exemples de tout ça seront abordés typiquement dans l'enseignement dirigé. Puis on les verra un peu rapidement aujourd'hui. Donc, quels que soient ces mécanismes moléculaires de résistance, ils peuvent exister aussi bien à l'état naturel qu'à l'état acquis. Donc, quand c'est de la résistance naturelle, ça veut dire qu'elle est propre à l'espèce bactérienne. Elle est partagée par toutes les souches normales d'une espèce. Elle va définir ce qu'on appelle le phénotype sauvage ou sensible. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, Escherichia coli est naturellement résistant à l'érythromycine. C'est la référence pour établir le spectre d'activité des antibiotiques pour dire espèce sensible ou espèce résistante. La résistance acquise, au contraire, elle ne concerne que certaines souches au sein d'une espèce. Mais la dissémination a pu être tellement importante que parfois, ça peut concerner jusqu'à 95% des souches d'une même espèce. C'est le cas par exemple pour les staphylocoques, qui étaient initialement sensibles à la pénicilline G, comme on l'a vu, puisque c'est ce qui a permis à Alexander Fleming de découvrir la pénicilline G. Aujourd'hui, les staphylocoques sont quasiment tous, 95%, résistants à la pénicilline G. La résistance acquise est donc une résistance qui est évolutive, qui permet aux bactéries de s'adapter à leur environnement et aux antibiotiques qu'on leur met dans l'environnement. Et elle va toujours résulter d'une modification génétique. C'est le génome de la bactérie qui va changer et s'adapter, soit par des mutations génétiques, soit par l'acquisition de matériel étranger, puisque les bactéries sont capables d'acquérir du matériel, du génome étranger complet. Et donc ça va définir des phénotypes résistants, comme les staphylocoques par exemple. Quand ils sont résistants à la pénicilline G, ils ont une pénicillinase. Donc le phénotype, c'est des staphylocoques pénicillinases. Donc, comme je le disais, le support génétique de la résistance, c'est le génome bactérien. Et juste pour que les choses soient claires, vous verrez plus tard dans la matinée, vous aurez un cours sur la génétique bactérienne. Mais en tout cas, si vous l'aviez oublié, donc les bactéries, c'est constitué d'un chromosome circulaire, en général, et également d'éléments génétiques mobiles. Et c'est ça qui permet d'acquérir du matériel étranger. Ces éléments génétiques mobiles, il y en a plusieurs types. Ceux que vous connaissez principalement, ce sont les plasmides, qui sont des éléments d'ADN qui sont circulaires et qui peuvent être présents en plusieurs copies. Il peut y en avoir différents types dans une même bactérie et en plusieurs copies. Et certains de ces plasmides peuvent être transférés par conjugaison d'une bactérie à une autre. Ça ne veut pas dire que la bactérie donatrice, elle donne et elle se sépare de son plasmide. Non, elle le partage. Et donc chaque bactérie, à la fin, récupère un plasmide qui potentiellement possède des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, quand la résistance est portée par le chromosome ou par les plasmides ou des transposons, les caractéristiques sont un peu différentes. Quand la résistance est portée par le chromosome, ça veut dire qu'elle est stable et qu'elle est transmise des bactéries, de la bactérie mère aux bactéries filles lors de la division bactérienne. Et ça entraîne donc des épidémies de souches. Les bactéries résistantes peuvent être transmises d'un patient à un autre. Cette résistance chromosomique, elle est soit naturelle, soit acquise s'il s'agit de mutations qui sont survenues sur le chromosome par rapport à la bactérie initiale. Et en général, elles vont être spécifiques d'un antibiotique donné ou d'une famille d'antibiotiques. Elles vont rarement concerner plusieurs familles. Quand, au contraire, elle est portée par un plasmide,
La résistance est dite instable, puisque la bactérie peut se séparer de son plasmide. Le fait de répliquer un plasmide, en fait, c'est un coût énergétique pour la bactérie. Donc elle ne le fait que si elle en a besoin. Et s'il n'y a plus d'antibiotiques présents dans son environnement et qu'elle n'a plus besoin du plasmide, elle pourra s'en séparer. La transmission de ce plasmide, elle est verticale. Donc là encore, lors de la division bactérienne, les plasmides sont également divisés des bactéries mères aux bactéries filles. Et elle est aussi horizontale par transfert conjugatif, comme on l'a vu. Elle entraîne donc à la fois des épidémies de souche. Les bactéries résistantes peuvent être transmises d'un patient à un autre, mais aussi du support. C'est-à-dire qu'un plasmide pourra, au sein d'un même tube digestif, être transmis d'un Escherichia coli à une Klebsielle, par exemple. Donc c'est le support qui fait l'épidémie. Et derrière, il peut y avoir une épidémie de Klebsielle résistante si la Klebsielle est transmise d'un patient à un autre. Donc quand la résistance est plasmidique, elle est par définition acquise. Et c'est fréquemment ajouté d'autres résistances parce que les plasmides vont porter plusieurs gènes de résistance à plusieurs familles d'antibiotiques différents, possiblement. Voilà pour les concepts généraux. Maintenant, on va attaquer notre petit catalogue, les principales familles d'antibiotiques. Et on va commencer par les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Il y a deux familles que vous devez connaître, les bêta-lactamines et les glycopeptides. Les bêta-lactamines, vous savez, je pense tous ce que c'est, les glycopeptides, peut-être un peu moins. Pour bien comprendre comment fonctionnent les antibiotiques qui agissent sur la paroi bactérienne, bref rappel sur comment est constituée une paroi bactérienne et la différence entre des grammes négatifs et des grammes positifs. Donc, quelles que soient les bactéries, elles vont avoir au-dessus de leur cytoplasme une membrane plasmique. Et quelles que soient les bactéries, au-dessus de cette membrane, pas quelles que soient les bactéries. Il y a des bactéries dépourvues de parois, ce sont les mycoplasmes. Mais en dehors des mycoplasmes, quelles que soient les bactéries, on va trouver du peptidoglycane. Quand il s'agit de bactéries à grammes positifs, la couche de peptidoglycane va être épaisse, plus ou moins surmontée par une capsule. Mais en tout cas, le peptidoglycane est directement accessible. Quand il s'agit de grammes négatifs, on a une couche de peptidoglycane qui est un peu plus fine et elle est surmontée d'une membrane externe, plus ou moins d'une capsule en fonction des espèces. Cette membrane externe va contenir ce qu'on appelle des porines, qui sont des protéines enchâssées dans la membrane et qui vont permettre le passage des nutriments et des antibiotiques. Pourquoi ? Parce que en fait, la membrane externe, en fait, c'est une barrière de perméabilité qui va empêcher le passage justement à la fois des nutriments et des antibiotiques. Et les molécules hydrophiles vont pouvoir traverser par ces porines. Donc l'existence de ces porines est extrêmement importante pour l'action des antibiotiques. Et quelques points de vocabulaire pour que vous ne soyez pas trop perdus. Ce qu'on appelle les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi, de manière générale, pour ces bactéries usuelles, ce sont les antibiotiques qui inhibent la synthèse du peptidoglycane. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on appelle les PLP, que vous trouvez ici enchâssées dans la membrane plasmique, ce sont les protéines liant les pénicillines, c'est pour ça qu'elles s'appellent PLP, mais ce sont en pratique les enzymes de synthèse du peptidoglycane. C'est elles qu'ils fabriquent. Donc, on attaque les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, leur structure commune, c'est le cycle bêta-lactame que vous voyez ici. Après, on a plusieurs sous-familles en fonction de la structure et en particulier du cycle accolé au cycle bêta-lactame. Leur cible commune, ce sont les PLP, donc les enzymes de synthèse du peptidoglycane. Mécanisme d'action commun, inhibition de la synthèse du peptidoglycane. Comment ? Parce que ce noyau bêta-lactame va avoir une analogie avec le substrat naturel des PLP, donc c'est de l'inhibition compétitive, sachant que la liaison entre l'antibiotique et la PLP est irréversible. Donc une fois que la bactérie ne peut plus polymériser son peptidoglycane, elle ne peut plus se multiplier et se diviser, ça entraîne des signaux de stress et une lyse de la bactérie, qui elle-même active sa propre lyse. Donc ce sont des antibiotiques bactéricides. Et la bactéricidie, je le rappelle, temps dépendante. Le point également important à garder à l'esprit, c'est que chez les grammes positifs, les bêta-lactamines vont directement atteindre leur cible, il n'y a pas de barrière. Chez les bactéries à grammes négatifs, elles doivent traverser par les porines. Et toutes les bêta-lactamines ne sont pas capables de traverser par les porines. Donc les caractères différentiels
comme je vous le disais, il y a des sous-familles, il y en a 4. Les pénicillines, les céphalosporines, les monobactames et les carbapénèmes. Les monobactames ne sont pas à connaître pour l'instant, mais grossièrement, cette présentation correspond en fait au moment de à la chronologie de leur découverte et de leur mise sur le marché. Et grossièrement, encore une fois, dans chaque classe, dans les pénicillines et les céphalosporines, on va trouver des molécules à spectre étroit et des molécules à spectre large. Les carbapénèmes, en revanche, ont toujours un spectre large. Donc les pharmacocinétiques vont être variables non seulement en fonction des sous-familles, mais surtout pour chaque molécule, dans chaque sous-famille. Et les caractéristiques communes du spectre, ce sont les suivantes. C'est que les bêta-lactamines ne fonctionnent que sur les bactéries à multiplication extracellulaire. C'est-à-dire que toutes les bactéries à multiplication intracellulaire, légionnelles, mycoplasmes, chlamydia, ne peuvent pas être traitées par des bêta-lactamines. Les mycoplasmes sont en plus naturellement résistants parce qu'ils n'ont pas de paroi, comme je vous le disais. Et enfin, pour chaque molécule, le spectre va dépendre de la capacité à franchir la membrane externe des grammes-, donc de la capacité à traverser les porines, de l'affinité pour les PLP des différentes espèces bactériennes, parce que chaque espèce a ses propres PLP, qui sont plus ou moins nombreuses. Et puis de la résistance aux bêta-lactamases, qui sont donc les enzymes qui hydrolysent les bêta-lactamines, qui peuvent être produites aussi bien à l'état naturel que acquises, et qui vont elles-mêmes avoir des spectres d'hydrolyse relativement différents. Plus concrètement, donc, les bêta-lactamases vont catalyser l'hydrolyse des bêta-lactamines au niveau du cycle bêta-lactame. Il y en a plus de 1300 décrites. C'est extrêmement vaste, c'est tout un sujet pour les bactériologistes. Pour vous, pas encore. Il y a quelques notions que vous devez savoir. Donc, quand elles sont produites à l'état naturel, c'est ce qu'on appelle des phénotypes sauvages. Et c'est le cas pour certaines entérobactéries et pour Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, c'est un bacille à gram négatif de l'environnement qui est extrêmement redouté en milieu hospitalier puisqu'il est responsable d'infections nosocomiales et qu'il est résistant à de très nombreux antibiotiques. Voilà. Donc quand elles sont acquises grâce à du transfert de matériel génétique exogène, principalement des plasmides. Et comme je le disais, leurs spectres d'hydrolyse sont plus ou moins larges et on les classe grossièrement en pénicillinase, céphalosporinase et carbapénémase. Sachant que les carbapénémases ont généralement la capacité d'hydrolyser les pénicillines et les céphalosporines aussi, généralement. Comme on a découvert des bêta-lactamases, on a aussi développé ce qu'on appelle les inhibiteurs de bêta-lactamase, qui sont généralement, en tout cas l'acide clavulanique, c'est également une bêta-lactamine, mais avec une activité antibactérienne faible. Le but de cet inhibiteur de bêta-lactamase, donc l'acide clavulanique, ce sera d'inhiber l'action des bêta-lactamases. Comment? Il va agir comme un substrat suicide. Donc, concrètement, si on a l'amoxicilline qui se trouve vis-à-vis d'une bêta-lactamase sécrétée par une entérobactérie, par exemple, elle va être hydrolysée. Et la bactérie sera donc résistante à l'amoxicilline. Si on associe l'amoxicilline à l'acide clavulanique, dans cette spécialité que vous connaissez par cœur, qui est l'augmentin, l'acide clavulanique va agir comme un substrat suicide vis-à-vis de la bêta-lactamase. Il va se lier de manière irréversible à la bêta-lactamase, mais il ne sera pas hydrolysé. Donc il va inhiber l'action de la bêta-lactamase, l'amoxicilline sera libre et pourra agir, et la bactérie redeviendra sensible. Donc, la bactérie est sensible à l'association. Donc l'objectif des inhibiteurs de bêta-lactamase, c'est qu'associés à d'autres bêta-lactamines, ils restaurent leur activité. Comment les bactéries à gram négatif résistent aux bêta-lactamines? Donc la plupart du temps par inactivation de l'antibiotique, donc la production de ces bêta-lactamases. Et les bactéries à gram négatif peuvent également être imperméables aux bêta-lactamines, donc soit de façon naturelle, c'est le cas pour la pénicilline G et la pénicilline M, qui ne traversent pas la paroi des gram négatifs, des bacilles à gram négatifs, et ça peut être également acquis par des mutations de porines, par exemple. Si les porines sont mutées, elles ne pourront plus faire passer les antibiotiques. En tout cas, comme les entérobactéries en particulier vont posséder des bêta-lactamases à l'état naturel, on a établi des classifications selon leur type de bêta-lactamase naturelle. Donc là, on déborde un peu des objectifs de cette année, mais ça fait partie des objectifs de l'ECN.
Donc les entérobactéries vont être classées principalement en 3 groupes, selon le fait qu'ils possèdent ou non une enzyme. Donc dans le groupe 1, on trouve par exemple Escherichia coli et Proteus mirabilis. Ils n'ont pas d'enzyme. Ils sont sensibles à l'amoxicilline, à l'augmentin, aux céphalosporines de première et deuxième génération, ainsi qu'aux céphalosporines de troisième génération. Je ne vous ai pas encore parlé des céphalosporines, mais grossièrement, donc, il y a plusieurs générations. Et les C3G sont celles qui ont le spectre le plus large et qui sont le plus actives sur les bacilles à gram-négatifs. Les entérobactéries du groupe 2, comme Klebsiella, possèdent une pénicillinase. Donc elles vont être résistantes à l'amoxicilline, mais sensibles à l'augmentin et sensibles aux céphalosporines. Les entérobactéries du groupe 3, Enterobacter par exemple, possèdent une céphalosporinase qui va les rendre résistants à l'amoxicilline et également à l'association amoxicilline plus acide clavulanique, puisque l'acide clavulanique ne peut pas inhiber l'action des céphalosporinases. Il inhibe les pénicillinases. Ils sont résistants parce qu'ils possèdent une céphalosporinase aux céphalosporines de première et deuxième génération, mais ils restent sensibles aux céphalosporines de troisième génération. Donc tout ça, c'est bien entendu en l'absence de mécanismes de résistance acquise surajoutés. C'est leur spectre naturel. Les résistances acquises peuvent aussi toucher les C3G et les carbapénèmes. Chez les grammes positifs, la situation est un peu différente. La résistance aux bêta-lactamines, elle est soit par production de pénicillinase, et c'est assez spécifique des staphylocoques, soit par modification de la cible, donc modification des PLP. Les bêta-lactamines vont atteindre une cible qui sera de faible affinité et donc ne seront pas actives. Les exemples à connaître de PLP de faible affinité pour les bêta-lactamines, ce sont les Staph aureus résistants à la méticilline, qu'on appelle également les SARM, qui sont des bactéries multirésistantes. Ils sont devenus résistants parce qu'ils ont substitué à leur PLP normal une PLP modifiée qui s'appelle PLP 2A. Donc retenez simplement SARM résistant aux bêta-lactamines et à toutes les bêta-lactamines. L'autre exemple, ce sont les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, qui, eux, ont ce qu'on appelle des PLP mosaïques, donc des PLP constitués d'un assemblage de PLP de différentes origines. Et ce sera vu plus en détail au cours de l'enseignement dirigé. Donc, en ce qui concerne les molécules, la première sous-famille sont donc les pénicillines, qui sont faciles à reconnaître puisqu'elles se terminent par le suffixe -cilline. Tout ce que je vais vous présenter, ce sont des tableaux un peu récapitulatifs et de synthèse, mais qui sont très loin d'être exhaustifs, bien sûr. Vous verrez plus en détail les indications des principales molécules au fur et à mesure de l'enseignement d'infectieux. Mais en gros, donc, la pénicilline G, c'est donc la première pénicilline découverte. La pénicilline G, c'est la forme intraveineuse. Il existe une forme orale qui est la pénicilline V et une forme retard qui est la benzatine pénicilline et qui est administrée sous forme d'injection intramusculaire. Cette pénicilline G va avoir un spectre relativement étroit. Elle va être active sur les streptocoques, sur l'hystéria, donc sur des grammes plus, et sur l'agent de la syphilis Treponema pallidum. La diffusion tissulaire est relativement médiocre, donc de toute manière, son usage est quasiment limité aujourd'hui au traitement de la syphilis, quelles que soient ses formes, et à la prévention des infections à pneumocoque chez le patient splénectomisé. D'accord ? La pénicilline péros. C'est ça les indications. Les bacilles à gram négatifs sont résistants, encore une fois, parce que la pénicilline G ne peut pas pénétrer et ne peut pas atteindre ses cibles. Elle ne peut pas pénétrer par les porines. Les pénicillines M, qui sont des molécules extrêmement importantes, avec deux molécules chefs de file, l'oxacilline et la cloxacilline. Les pénicillines M sont ce qu'on appelle des pénicillines résistantes aux pénicillinases. C'est-à-dire qu'elles vont être résistantes, en particulier, à la pénicillinase des staphylocoques. Donc, leur spectre, c'est grossièrement celui de la pénicilline G, mais elles sont un peu moins actives. En revanche, elles vont rester bien actives sur les staphylocoques producteurs de pénicillinase, ce qu'on appelle aussi les staphylocoques métis-S. Et donc, ce sont les molécules de première intention pour le traitement des infections à staphylocoque métis-S. C'est ça qu'il faut savoir. Péni-M égale traitement des staphylocoques métis-S. Les pénicillines A, qui sont très largement utilisées en ville et en milieu hospitalier, avec comme chef de file l'amoxicilline,
vont avoir déjà un spectre plus large, puisqu'elles peuvent pénétrer par les porines, et donc elles peuvent être actives sur les grammes-. Elles vont être actives donc sur le même spectre, streptocoque, entérocoque, listeria. Elles sont inactives sur les staphes puisqu'ils ont une pénicillinase qui va hydrolyser l'amoxicilline. Et elles peuvent être actives sur certaines bactéries à gram négatif, en particulier les entérobactéries du groupe 1 et les hémophilus. Mais il y a de très nombreuses résistances acquises, et donc aujourd'hui, 50% des Escherichia coli sont résistants à l'amoxicilline. Donc ce n'est pas une molécule utilisable en première intention sur les Escherichia coli. On arrive ensuite aux pénicillines à spectre large, qui sont les carboxypénicillines et uréidopénicillines, deux molécules ticarciline et pipéracilline. Elles vont donc avoir, comme je le disais, un spectre large, qui est celui de la pénicilline A, auquel s'ajoutent les entérobactéries du groupe 3, c'est-à-dire celles qui sécrètent une céphalosporinase. Mais la céphalosporinase ne va pas inactiver ticarciline et pipéracilline. Elles sont également actives sur le bacille pyocyanique, donc Pseudomonas aeruginosa. Et pour finir, sur les pénicillines, pénicilline plus inhibiteur de pénicillinase, avec donc l'association dont je vous ai déjà parlé, amoxicilline, acide clavulanique. Il existe aussi des associations avec la ticarciline et avec la pipéracilline, en particulier pipéracilline tazobactam, qui est très largement utilisée en milieu hospitalier. Donc ces molécules-là vont avoir le spectre initial, donc celui de l'amox, ticarciline ou pipéracilline respectivement, plus les bactéries productrices de pénicillinase. Donc, elles vont être actives sur les staph méties, sur les Escherichia coli producteurs de pénicillinase, sur les entérobactéries productrices de pénicillinase, comme les Klebsiella, sur les hémophiles, sur les anaérobies strictes. Donc, ce sont des molécules à spectre très très large. On arrive aux céphalosporines. Donc les céphalosporines, toutes les molécules ont comme préfixe Ceph. Elles sont rangées en 3 générations, selon l'histoire, la chronologie de leur mise sur le marché, leur spectre et leur comportement vis-à-vis des céphalosporinases, qu'on a déjà un peu vu, puisque les C1G et C2G vont être hydrolysés par les céphalosporinases, ce qui n'est pas le cas des C3G. Dans tous les cas, leur spectre va être large, mais il va y avoir 2 trous de spectre importants à connaître, qui sont les entérocoques et l'hystéria. Les céphalosporines ne sont jamais actives sur entérocoques et l'hystéria. J'ai mis sauf exception parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est normal, on est en médecine, il y a toujours des exceptions. Donc les céphalosporines de première et deuxième génération, 2 molécules chefs de file, céphazoline et céfuroxime. Elles vont être surtout actives sur les grammes plus, les streptos et les staph méties essentiellement, mais aussi sur certaines bactéries grammes moins, comme les Escherichia coli, Klebsiella et hémophiles. Bon. Finalement, ce que vous allez surtout retenir sont leurs principales indications, c'est-à-dire les infections à staph méties, en particulier pour la céphazoline, qui est administrable en voie intraveineuse. Et donc, ce sont les infections sévères à staph méties. Les céphalosporines de deuxième génération et de première génération peuvent être également utilisées en antibioprophylaxie en chirurgie. Et puis, les céphalosporines de deuxième génération orale, en particulier le céfuroxime, sont très largement utilisées pour le traitement des infections ORL communautaires. Donc, tout, angine, otite, bronchopneumopathie, etc. Les céphalosporines de troisième génération, on va distinguer les C3G orales des C3G injectables. Donc dans les C3G orales, 2 molécules céfixime, cefpodoxime, qui vont être actives sur les streptocoques et sur les entérobactéries des groupes 1 et 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que les C3G, finalement, sont assez peu actifs sur les staphylocoques, même méties. C'est une question d'affinité pour les PLP. D'accord ? Ce sont des molécules qui sont principalement utilisées pour les streptocoques et les entérobactéries. Leurs indications sont les infections urinaires à bacilles à gram négatif et les infections ORL. Elles sont relativement limitées, ces indications, parce que ces C3G orales ont une biodisponibilité relativement faible. Et elles n'atteignent jamais des concentrations suffisantes au niveau sérique pour traiter des infections graves. Donc elles sont surtout utilisées en ce qui concerne cefpodoxime et cefixime, les 2, pour les infections ORL pédiatriques en ville et en relais des infections urinaires hautes. Les C3G injectables, céfotaxime, ceftriaxone, ceftazidime et cefépime. Donc les 2 premières, céfotaxime et ceftriaxone, vont maintenir un spectre sur les streptocoques et vont avoir une bonne activité sur les bactéries à gram négatif, entérobactéries, hémophiles, Neisseria.
Les céphtazidimes et céphépim sont un peu à part, puisque elles, on considère qu'elles ne sont plus du tout actives sur les grammes plus, même pas sur les streptocoques. Mais par contre, elles ont un spectre encore meilleur sur les entérobactéries, et surtout, elles sont actives aussi sur Pseudomonas aeruginosa. Donc ces C3G injectables vont avoir les indications suivantes principalement. Donc les infections sévères, méningite purpura fulminans, en particulier pour le céphotaxime et la ceftriaxone, les cas de sepsis sévères en particulier d'origine communautaire. Et la ceftazidime et le céphépime sont également indiqués dans les infections sévères, mais plutôt dans les infections nosocomiales du fait qu'elles couvrent le bacille pyocyanique. Les autres bêta-lactamines, donc le seul représentant des monobactames, c'est l'astréonam. Il a un spectre très étroit puisqu'il ne cible que les entérobactéries et il tire son principal intérêt du fait qu'il y a une très très faible probabilité d'allergie croisée avec les autres bêta-lactamines, puisque l'allergie c'est le principal effet indésirable des bêta-lactamines. Les carbapénèmes sont des molécules importantes. Il en existe 3 à connaître, imipénème, méropénème et ertapénème. Ces molécules sont très stables vis-à-vis de la majorité des bêta-lactamases et elles ont un spectre très large, gramme plus, gramme moins, anaérobie, Pseudomonas aeruginosa. Sauf pour l'ertapénème qui n'est pas actif sur Pseudomonas aeruginosa. Comme elles ont un spectre très large, elles ont un impact écologique très fort et on va donc les garder comme antibiotiques de réserve pour le traitement des infections sévères à bactéries multirésistantes. Il faut garder à l'esprit que les SARM, donc Staph aureus résistants à la méticilline, sont résistants au carbapénème puisqu'ils sont résistants à toutes les bêta-lactamines. Et en ce qui concerne les bactéries à gram négatif, les entérobactéries productrices de carbapénémase vont être résistantes puisqu'elles hydrolysent les carbapénèmes. C'est une résistance qui est très rare mais qui est en augmentation. Donc en France, on a moins de 1% des souches d'entérobactéries résistantes au carbapénème. Mais en Italie, par exemple, ils ont 40% de leurs Klebsiella qui sont résistantes au carbapénème par production de carbapénémase. Donc l'Italie, c'est quand même juste à côté. Pour synthétiser sur les bêta-lactamines, donc c'est une famille qui est très vaste et la plus utilisée, aussi bien en ville qu'en milieu hospitalier. Les propriétés pharmacocinétiques des différentes molécules sont très variables, mais grossièrement, si on doit considérer la biodisponibilité après absorption par voie orale, elle est en général plutôt moyenne, mais celle de la pénicilline A est supérieure à celle des céphalosporines, qui est supérieure à celle des pénicillines M. Les pénicillines M ne doivent pas être utilisées par voie orale pour le traitement d'infections sévères à staph, leur biodisponibilité étant vraiment trop mauvaise. La diffusion dans le LCR de toutes les bêta-lactamines est considérée comme médiocre. Quand il y a méningite, en fait, l'inflammation des méninges fait que les antibiotiques traversent mieux, mais il faut quand même augmenter les posologies pour atteindre des concentrations suffisantes. Grossièrement, on considère là encore que la diffusion dans le LCR est meilleure pour les céphalosporines par rapport à la pénicilline A, par rapport aux pénicillines M. Toutes les bêta-lactamines sont éliminées par voie urinaire. Certaines le sont aussi par voie biliaire, mais toutes le sont par voie urinaire et toutes quasiment sous forme active. Donc elles peuvent toutes être utilisées pour le traitement d'infections urinaires. En ce qui concerne la tolérance, elle est très bonne. Les principaux effets indésirables, ce sont des manifestations allergiques qui concernent 5 à 10% de la population. Ça va de l'éruption cutanée au choc anaphylactique. Et il faut quand même ne pas oublier que finalement, les allergies croisées entre les différentes sous-familles sont faibles. C'est-à-dire que quand on est allergique aux pénicillines, la probabilité d'être aussi allergique aux céphalosporines, elle est autour de 10%, 5 à 10%. Donc l'allergie à l'amoxicilline ne contre-indique pas de manière absolue, sauf choc anaphylactique, l'utilisation d'autres sous-familles de bêta-lactamine. Mais ça doit se faire sous surveillance, bien évidemment. Après, il existe un autre effet indésirable, surtout pour l'imipénème et surtout à forte dose, qui sont des effets indésirables neurologiques. Et l'imipénème en particulier entraîne des convulsions. Donc, il faut faire attention quand on l'utilise pour traiter une méningite. Voilà. Et puis, la résistance, en particulier pour les bêta-lactamines, est très largement en augmentation. Toutes les molécules sont concernées, les céphalosporines de 3e génération, les carbapénèmes, etc. Voilà pour les bêta-lactamines. On passe à la deuxième famille qui agit sur la synthèse de la paroi,
Les glycopeptides. Donc, les glycopeptides, la principale molécule, c'est la vancomycine. Elle cible non pas les PLP, mais le peptidoglycane en lui-même. Et en fait, les glycopeptides vont se lier à un intermédiaire de synthèse du peptidoglycane, vont réaliser ce qu'on appelle un encombrement stérique et vont empêcher, du coup, les PLP d'atteindre cet intermédiaire du peptidoglycane et de polymériser le peptidoglycane. Bon, retenez simplement, cible le peptidoglycane, inhibition de la synthèse de la paroi. Ils sont bactéricides temps dépendants et leur spectre est limité au gramme positif. Pourquoi? Parce que ce sont des macromolécules, comme vous le voyez là, et que cette macromolécule ne peut pas traverser par les porines. Donc, pas de franchissement de la membrane externe des grammes négatifs. Donc, ce sont des macromolécules complexes. Leur pharmacocinétique est particulière. Il n'y a aucune absorption entérale, aucune. Donc pas de biodisponibilité par voie orale. Elles ne sont donc administrées que par voie, pour la vancomycine, intraveineuse. Leur diffusion tissulaire est bonne, sauf dans le LCR, où là encore il faut augmenter les doses pour atteindre des concentrations suffisantes si besoin. Il y a d'assez nombreux effets indésirables, en particulier une intolérance veineuse et des phlébites lors des perfusions, et puis une toxicité rénale et auditive importante qui impose de surveiller les concentrations sériques pour ne pas dépasser des concentrations toxiques, et de surveiller les fonctions rénales et auditives. Donc ce sont des antibiotiques qui trouvent un usage finalement assez limité, puisque pas d'administration orale, des effets indésirables relativement importants, et on les garde comme antibiotiques de réserve, principalement pour traiter les infections à staphylocoque métillaire. Elles peuvent être également utilisées pour traiter les infections sévères à grammes positifs chez les patients allergiques aux bêta-lactamines, puisque du coup ce sont quasiment les seules molécules bactéricides dont on dispose pour les grammes plus. Et il y a une indication particulière de la vancomycine par voie orale. Donc quand elle est administrée par voie orale, elle ne va pas du tout être absorbée, mais elle sera quand même active dans le tube digestif et elle pourra être utilisée pour traiter les diarrhées et les colites à Clostridium difficile, qui est une bactérie gramme plus anaérobie qui entraîne des diarrhées et des colites, en particulier après traitement antibiotique. On a fini avec la paroi, on arrive aux antibiotiques qui inhibent la synthèse protéique. Avec 4 familles qui seront abordées, les aminosides, les macrolides, les cyclines et l'acide fusidique. Les aminosides. Les aminosides sont donc des molécules composées de 3 cycles. Il en existe de nombreux dérivés. Les principales molécules à connaître sont l'amicacine, la gentamicine et la tobramycine. Le mécanisme d'action des aminosides, c'est d'inhiber la synthèse protéique par fixation à la sous-unité 30S du ribosome. Retenez, fixation au ribosome. Ça entraîne des erreurs de lecture des ARN messagers, des synthèses de protéines anormales. Et comme il y a des protéines anormales, la bactérie est stressée. Et quand la bactérie est stressée, elle s'autolyse. Donc ils sont bactéricides. Et cette bactéricidie est concentration dépendante. Les caractères généraux, c'est que ce sont des molécules à spectre large qui peuvent être actives sur les staphylocoques, l'hystéria, les bactéries à grammes négatifs. Le trou de spectre important, c'est la résistance naturelle des anaérobies et une résistance à bas niveau pour les streptocoques et les entérocoques. Pourquoi? Parce que les aminosides, pour atteindre le ribosome, doivent traverser la membrane par un système de transport actif qui nécessite de l'oxygène. Et donc les bactéries qui ont une chaîne respiratoire incomplète ou pas de chaîne respiratoire ne peuvent pas faire passer leurs aminosides. Quoi qu'il en soit, les aminosides sont synergiques lorsqu'ils sont associés avec les antibiotiques actifs sur la synthèse de la paroi. Donc l'association bêta-lactamine ou glycopeptide plus aminoside est synergique, c'est-à-dire que la bactéricidie de chacun des deux composés va être renforcée. Et cette synergie, même si les streptocoques et entérocoques sont résistants à bas niveau, va être conservée pour les streptocoques et les entérocoques. Pourquoi? Parce que comme les bêta-lactamines vont désorganiser la paroi, ça va permettre aux aminosides de pénétrer un peu mieux. Et donc la bithérapie est possible pour le groupe des streptocoques et entérocoques comme pour les autres. S'il y a résistance acquise, évidemment la synergie est perdue et il n'y a plus d'intérêt à associer des aminosides. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'il y a des activités préférentielles de chacune des molécules. En particulier, l'amicacine est à privilégier pour le traitement des bactéries à grammes négatifs et la gentamicine est à privilégier pour le traitement des bactéries à grammes positifs.
Pourquoi? Parce que la fréquence de résistance acquise fait que les bactéries à Gram négatif vont plus souvent rester sensibles à l'amicacine, alors que les bactéries à Gram positif vont plus souvent rester sensibles à la gentamicine. Donc amicacine Gram moins, gentamicine Gram plus. Les aminosides, comme les glycopeptides, ne sont pas absorbés par voie entérale. Donc leur usage est strictement injectable ou local. Il existe de nombreuses formes de collyre, pommade, etc. Et comme les glycopeptides, ils ont une toxicité rénale et une toxicité auditive qui est irréversible. Donc comme les glycopeptides, il faut surveiller les concentrations sériques et surveiller les fonctions rénales et auditives. Ce sont des molécules qui sont encore plus toxiques que les glycopeptides en réalité et qui sont surtout intéressantes en association pour potentialiser la bactéricidie. Donc elles sont toujours utilisées en traitement court pour le traitement d'infections sévères, avec des bêta-lactamines ou des glycopeptides en général. Deuxième classe agissant sur le ribosome, les macrolides, lincosamides et streptogramines. Les macrolides, ce sont des macromolécules qu'on classe en 3 sous-catégories en fonction du nombre de carbone qui sont inclus dans leur cycle. Donc on a des macrolides en C14, en C15 et en C16. Les principales molécules sont l'érythromycine, qui est le premier macrolide identifié, la clarithromycine, qui est largement utilisée, l'azithromycine et la spiramycine. Les lincosamides et streptogramines ont des structures chimiques très différentes des macrolides. La clindamycine, c'est la molécule que vous voyez là. Et la pristinamycine est composée de l'association de 2 composés, streptogramine A et streptogramine B. Pourquoi est-ce qu'on range ensemble macrolides, lincosamides et streptogramines? Parce que leur mécanisme d'action est identique. Ce sont des molécules qui se lient à la sous-unité 50S du ribosome et qui inhibent la synthèse protéique. Et elles sont bactériostatiques, sauf pour la pristinamycine, puisque l'association des 2 composés, streptogramine A et B, rend la molécule bactéricide, enfin les 2 molécules. Leur spectre. Ce sont des molécules qui sont essentiellement utilisées pour le traitement des infections à Gram positif, staphylocoque et streptocoque. En particulier, c'est la 2e ligne chez les patients allergiques aux bêta-lactamines, si ce n'est pas une infection sévère. Ils sont aussi actifs sur les cocci à Gram négatifs, c'est-à-dire principalement les Neisseria, donc le gonocoque et le méningocoque, et les bactéries du genre Campylobacter qui sont responsables de gastroentérite. Certaines entérobactéries, salmonelle et shigella en particulier, vont être également sensibles à l'azithromycine. Les anaérobies vont être sensibles à la clindamycine. Et le spectre qui rend compte de la 2e grande indication des macrolides, c'est qu'ils sont actifs sur les bactéries à multiplication intracellulaire, contrairement aux molécules qu'on a vues jusqu'à présent. Donc ils sont actifs sur les légionnelles, mycoplasmes et chlamydia. Sont toujours naturellement résistants les entérobactéries en dehors de l'azithromycine et son action sur salmonelle et shigella, et puis le bacille pyocyanique. Et la résistance acquise est fréquente, donc là encore, en traitement probabiliste, leur usage est relativement limité. Ces molécules, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles diffusent très bien dans tous les tissus, y compris l'os. Il n'y a que le LCR pour lequel la diffusion est médiocre. Leur métabolisme est hépatique, il n'y a aucune élimination urinaire, donc il n'est pas question de les utiliser pour traiter des infections urinaires. Et elles se concentrent très fortement en intracellulaire, d'où leur action sur les bactéries à multiplication intracellulaire. Et c'est particulièrement vrai pour l'azithromycine. Donc leurs indications, elles sont nombreuses, mais elles concernent surtout des infections relativement peu sévères. Donc infection à streptocoque si allergie aux bêta-lactamines, infection à bactéries intracellulaires, que ce soit génitale ou pulmonaire, les infections osseuses, en particulier pour la clindamycine en association à d'autres antibiotiques, et le traitement des gastroentérites bactériennes pour l'azithromycine. Les effets indésirables sont assez peu nombreux, c'est des molécules qui sont bien tolérées aussi. Elles entraînent des troubles digestifs, donc nausées, vomissements, plus ou moins diarrhée, et puis un allongement de l'espace cuté sur le CG. Voilà.
Troisième classe active sur le ribosome, ce sont les tétracyclines. Comme leur nom l'indique, elles sont composées de 4 cycles hexagonaux qui sont accolés. Elles inhibent la synthèse protéique de manière bactériostatique. Leur spectre est large, mais les résistances très fréquentes, puisque ce sont des molécules qui ont été utilisées largamanu dans les années 70, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire et qu'en industrie agroalimentaire. Donc leur usage a été largement limité dans les années 90-2000. Elles restent intéressantes parce qu'elles ont une bonne biodisponibilité par voie orale et une bonne diffusion tissulaire, y compris dans l'os. Donc elles restent indiquées dans les infections à bactéries intracellulaires et dans les infections osseuses à bactéries sensibles. Elles sont contre-indiquées, et ça c'est une contre-indication majeure pendant la grossesse et chez l'enfant, parce qu'elles chélatent les ions calcium et elles se fixent aux os en croissance. Et donc elles inhibent la croissance osseuse aussi bien du fœtus que des enfants. Et le deuxième effet, c'est qu'elles colorent les dents en jaune, les dents définitives, même si on les donne alors qu'on a encore des dents de lait. Mais c'est jaune poussin, pas le... donc c'est assez inélégant. Donc retenez tétracyclines, essentiellement les bactéries à multiplication intracellulaire et les infections osseuses à bactéries sensibles. La dernière molécule qu'on va voir active sur la synthèse protéique, c'est l'acide fusidique. L'acide fusidique est une petite molécule qui est très bien absorbée par voie orale et qui diffuse très bien dans tous les tissus et qui va avoir une seule indication finalement, et c'est ça que vous devez retenir, c'est un antistaphylococcique, voilà, qui est disponible donc, par voie injectable, par voie orale et en local, en pommade principalement. Dernière ligne droite, les antibiotiques qui inhibent la synthèse ou le fonctionnement des acides nucléiques. Là aussi, 4 classes, les sulfamides, les fluoroquinolones, la rifampicine et les dérivés nitrés. Premièrement, les sulfamides et les diaminopyrimidines. Les sulfamides et les diaminopyrimidines sont des antibiotiques qui, pris séparément, sont bactériostatiques. Pourquoi ? Parce qu'ils inhibent la synthèse de l'acide folique. Ici, vous avez la voie de synthèse de l'acide folique et les différentes actions des sulfamides et du trimétoprime sur cette chaîne de la voie de synthèse. Ils sont inhibiteurs de la synthèse des folates par analogie de substrat, en fait. Donc, c'est de l'inhibition compétitive. Et le fait d'inhiber la synthèse des folates va entraîner une inhibition de la synthèse des bases nucléiques. C'est pour ça qu'on les range dans les composés qui inhibent le fonctionnement des acides nucléiques. L'intérêt surtout, c'est que quand on associe les sulfamides et les diaminopyrimidines, l'association va être synergique et devenir bactéricide. Et là encore, c'est une molécule que vous connaissez très probablement, l'association de sulfaméthoxazole et de trimétoprime, qu'on appelle aussi cotrimoxazole, commercialisé sous le nom de Bactrim. Donc ce cotrimoxazole a un spectre large, mais les résistances acquises sont là encore en augmentation, donc ça n'est pas une molécule utilisée en probabiliste. Les résistances naturelles qu'on peut noter, c'est celles du bacille pyocyanique, des entérocoques et des anaérobies. Retenez qu'elle est surtout utile pour le traitement des staphylocoques, des streptocoques, de l'hystéria et de certaines entérobactéries après documentation microbiologique. Pharmacocinétique et indication du cotrimoxazole. Donc, c'est une molécule qui a une très bonne disponibilité par voie orale, qui diffuse bien, y compris dans le LCR et la prostate. Et c'est de là que découlent donc les principales indications. Infection urinaire après documentation de la sensibilité et infection neuroméningée à l'hystéria, en particulier chez les patients allergiques aux bêta-lactamines. Les effets indésirables principaux, ce sont des allergies assez fréquentes et des cytopénies, aussi bien des anémies que des neutropénies. Les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, ce sont des molécules de synthèse, comme les sulfamides, qui vont inhiber la synthèse et surtout la réplication donc, de l'ADN. Comment ? Elles vont cibler 2 enzymes qui interviennent dans l'enroulement et le désenroulement de l'ADN. Enroulement et désenroulement en amont ou en aval de l'action de l'ADN polymérase. Donc ces 2 enzymes, on les appelle l'ADN gyrase et la topoisomérase 4. Et comme les fluoroquinolones inhibe cet enroulement-désenroulement, l'ADN polymérase ne peut plus répliquer l'ADN et les bactéries arrêtent de se multiplier.
Et cet arrêt de multiplication va jusqu'à la bactéricidie. Donc ce sont là encore des molécules qui sont bactéricides. Et c'est tout. Le spectre d'activité va différer selon qu'il s'agit de fluoroquinolones dites de première génération ou des fluoroquinolones dites de deuxième génération. Donc les premières générations, c'est l'ofloxacine et la ciprofloxacine. Ces fluoroquinolones de première génération vont avoir un large spectre, en particulier les staph, les Gram-, donc les entérobactéries, les bactéries intracellulaires, et pour la ciprofloxacine, le bacille pyocyanique. Mais ces fluoroquinolones, ofloxacine et ciprofloxacine, ne sont jamais actives sur les streptocoques et sur les anaérobies. Les fluoroquinolones de deuxième génération, ce sont donc celles qui sont antistreptococciques, c'est la lévoflo et la moxifloxacine. Et la plus utilisée, c'est la lévofloxacine. Donc le spectre de la lévofloxacine, c'est le même que celui de la ciprofloxacine, avec le pio. Et en plus, elle est également active sur les streptocoques. La moxifloxacine, elle, ne sera pas active sur le bacille pyocyanique, mais sera active sur le streptocoque et sur les anaérobies. Les fluoroquinolones doivent être utilisés avec beaucoup de précautions parce que les résistances acquises sont très fréquentes par mutation des cibles. En fait, les bactéries peuvent très rapidement muter leur ADN gyrase ou leur topoisomérase 4 et devenir résistantes. Donc, il ne faut pas les utiliser en monothérapie en début de traitement d'une infection sévère. Et il faut les utiliser surtout après documentation microbiologique parce que le taux de résistance acquise est devenu trop important. La seule indication en probabiliste, c'est dans les infections urinaires hautes, chez la femme et dans les infections et dans les prostatites. Elles sont très bien absorbées par voie orale. Elles ont une bonne diffusion tissulaire et intracellulaire et elles sont éliminées par voie urinaire sous forme active. D'où là encore les principales indications. Les infections urinaires hautes, mais pas les cystites. Jamais en première intention sur une cystite. On essaie de les épargner au maximum. Les infections génitales et digestives, les infections à bactéries intracellulaires, en particulier les légionelloses, en particulier les légionelloses graves. Mais attention, dans le traitement des infections à bactéries intracellulaires, on privilégie plutôt, en dehors de la légionellose grave, les macrolides ou les cyclines. Les effets indésirables sont rares, mais relativement graves, puisque ça peut entraîner des photosensibilisations et de la phototoxicité, et des tendinopathies qui vont jusqu'à la rupture du tendon, en particulier la rupture du tendon d'Achille. Troisième molécule abordée, la rifampicine. La rifampicine, elle est un peu particulière puisqu'elle va inhiber la transcription des ARN messagers. Donc, elle inhibe la réplication, la transcription des ARN messagers. Le spectre est large, là encore, les Gram+, staph et streptocoque, les cocci à Gram négatifs, donc les Neisseria par exemple, les mycobactéries et les bactéries à multiplication intracellulaire. Mais là encore, les résistances apparaissent très rapidement par mutation, encore plus vite que pour les fluoroquinolones. Donc la rifampicine, ça n'est jamais en monothérapie par voie systémique. En plus, c'est une molécule qui a pas mal d'effets indésirables. C'est un inducteur hépatique très important, donc ça entraîne de nombreuses interactions médicamenteuses auxquelles il faut faire attention. Et finalement, les principales indications aujourd'hui sont les suivantes. Les infections à mycobactéries, donc l'infection tuberculeuse, ça fait partie de la quadrithérapie. Et les infections ostéo-articulaires, parce que ça diffuse très bien dans l'os, à staphylocoque en particulier, mais aussi à streptocoque. Les dernières molécules qu'on va voir, ce sont les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, donc, ce sont des molécules qui vont avoir un radical nitré, NO2. Et ce radical nitré va être réduit par certaines bactéries en produits toxiques pour l'ADN et l'ARN. Donc on considère que ce sont des prodrogues en fait, qui vont être métabolisés par les bactéries avant de devenir actifs. Ces produits toxiques vont en fait entraîner des substitutions de base, des cassures, et la bactérie ne pouvant pas réparer son ADN va finir par se lyser. Donc on va distinguer deux types de dérivés nitrés, les nitrofuranes et les 5-nitroimidazolés. Les nitrofuranes, la molécule chef de file, c'est la nitrofurantoïne ou furadentine.
C'est une molécule qui n'est administrable que par voie orale et qui est utilisée pour traiter les infections urinaires non compliquées et surtout les infections urinaires basses, parce qu'elle va être très bien absorbée, mais elle ne va pas du tout diffuser dans les tissus, elle va être éliminée par voie urinaire sous forme active. Donc, indication très limitée, infection urinaire basse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Les 5-nitroimidazolés, avec comme molécule chef de file le métronidazole ou flagile, sont des molécules qui existent par voie orale et par voie intraveineuse et qui vont avoir un spectre restreint aux bactéries anaérobies. C'est tout. Plus des parasites. Mais en ce qui concerne les bactéries, ce sont des anti-anaérobies. Donc les nitroimidazolés, plus dans le détail, ont une très bonne biodisponibilité par voie orale et diffusent très bien dans tous les tissus. Ils sont bactéricides de manière concentration dépendante et ont le spectre, donc comme je vous le disais, anaérobie stricte, donc les bactéries du genre Bacteroides, Clostridium par exemple. Ils vont être utilisés également dans l'antibiothérapie contre Helicobacter pylori, qui est la bactérie responsable de l'ulcère gastro-duodénal, et pour le traitement de certaines parasitoses. Les effets indésirables sont quand même relativement notables et relativement fréquents. Le premier, c'est l'effet antabuse avec l'alcool. Donc, l'effet antabuse, c'est le fait de ressentir un malaise et des nausées avec la prise d'alcool. C'est même utilisé dans les désintoxications éthyliques pour dégoûter les patients de la prise d'alcool. Ça entraîne des troubles digestifs relativement mineurs, nausées, diarrhée, voilà, et également des neuropathies. Mais l'effet le plus notable, c'est l'effet antabuse. Donc on va s'arrêter là avec les conclusions suivantes. Donc l'objectif, c'est de connaître les principales cibles bactériennes des antibiotiques qu'on a abordées aujourd'hui. Donc ça, vous devez savoir pour chaque famille quelle est sa cible. Vous devez connaître le mécanisme d'action, le spectre dit utile, c'est-à-dire finalement les principales indications et les principaux mécanismes de résistance aux bêta-lactamines, aminosides, macrolides, fluoroquinolones, imidazolés, glycopeptides. Plus que les mécanismes de résistance, c'est surtout finalement ce qu'on appelle les trous de spectre, les bactéries qui sont naturellement résistantes et sur lesquelles l'antibiotique ne fonctionnera jamais. Et vous devez savoir dire les molécules de choix en fonction des différents groupes bactériens, à savoir staphylocoque, streptocoque, entérocoque, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, anaérobie et bactéries à multiplication intracellulaire. Ça paraît gros aujourd'hui, mais c'est pas grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous en avez trop, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, on se revoit dans 10 jours.